Bonjour à vous voyageurs. Le monde nous semble parfaitement figé, cartographié, documenté, connu et surtout maîtrisé. Mais est-ce vraiment le cas? Et si les contours de notre réalité ne s'arrêtaient pas à nos bases de données? Car dans les années 60, une expérience troublante a laissé entrevoir une possibilité étrange, celle que l'intention humaine puisse légèrement influencer le réel et même des informations déjà écrites, stockées et consignées. Alors si cela est vrai, une question devient inévitable. Quels sont les vrais contours de notre réalité? Dans cet épisode d'Atlas des mondes perdus, je vous propose de regarder le monde autrement. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie les lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Alors si ça vous intrigue, n'hésitez pas à vous abonner. Sachez aussi qu'on est en direct la plupart du temps le mercredi à 21h ici sur YouTube et que devenir membre vous donne accès à des contenus cachés. Allez, c'est parti! Nous sommes en 2012, à Paris. Victor est assis à la terrasse d'un café, un journal posé devant lui, encore légèrement plié sous la main. Entre deux titres économiques et quelques pages internationales, une information attire son regard. Une île vient d'être rayée des cartes. Sandy Island, une terre pourtant présente depuis des décennies sur les cartes officielles, dans les bases de données scientifiques et les atlas numériques. Et elle n'aurait en réalité jamais existé. L'article parle d'une simple erreur topographique, d'un héritage cartographique mal corrigé. D'une mauvaise donnée, en fait, reproduite pendant trop longtemps. Mais pour Victor, quelque chose se fissure. Cette annonce le ramène soudainement 40 ans en arrière, à une époque où il était encore enfant, à des salles de laboratoire aux lumières blanches, à des machines qui cliquetaient doucement, produisant du hasard. Il accompagnait parfois son père sur son lieu de travail où il officiait en tant qu'assistant du physicien Helmut Schmidt. Et Victor se souvient encore très précisément de ces expériences. Pas parce qu'elles étaient spectaculaires, mais parce qu'elles ont, ce jour-là, redéfini sa façon de voir le monde. Victor en est sûr, la disparition de Sandy Island n'est pas une simple erreur topographique. Laissez-moi reprendre la main sur ce récit. Les expériences auxquelles Victor fait référence ont été menées principalement à la fin des années 60 et au début des années 1970. Helmut Schmidt, physicien d'origine allemande installé aux États-Unis, travaille alors avec certaines des premières machines à générer des nombres réellement aléatoires. Ce sont des machines basées sur des processus physiques comme la désintégration radioactive ou le bruit électronique. Son protocole est simple mais rigoureux. Observez si une intention humaine, doucement focalisée, peut influencer statistiquement les résultats produits par ces machines. Alors, soyons clairs, il ne s'agit pas d'influence directe ni de prédiction parfaite, seulement de légers écarts mesurables sur de grands ensembles de données. Mais ces résultats sont suffisamment intrigants pour être publiés, débattus, critiqués et prolongés plus tard par d'autres équipes de recherche, notamment dans le cadre de laboratoires universitaires. Et pour être très clair, Helmut Schmidt travaille sur le fait que la pensée humaine puisse modifier ces éléments aléatoires et peut-être même modifier les enregistrements de ces résultats aléatoires. Alors bien que la rigueur scientifique de ces expériences soit critiquée, ça ouvre une question vertigineuse. Et si nos pensées pouvaient influencer le tangible ? Pendant plus d'un siècle, Sandy Island a occupé une place bien réelle sur les cartes du Pacifique Sud. Elle est apparue dès la fin du 19e siècle, après avoir été signalée en 1876 par l'équipage du navire Velocity, puis intégrée aux cartes britanniques de l'amirauté. Moi, je l'ai toujours connue sous le nom Sandy Island, donc l'île Sandy, mais apparemment, maintenant, elle s'appelle l'île de Sable. On la retrouve ensuite sur de nombreuses cartes du XXe siècle, reprises dans les atlas scolaires, des ouvrages de navigation et plus tard dans les bases de données cartographiques numériques utilisées par des institutions scientifiques internationales. Sandy Island figure encore sur certaines cartes
au début des années 2000, visible comme une masse sombre au nord-ouest de la Nouvelle-Calédonie, validée par des systèmes de cartographie automatisés et même confirmée en apparence par des images satellitaires de basse résolution. En 2012, lors d'une mission océanographique menée par le navire de recherche australien Southern Surveyor, les scientifiques traversent la zone afin de réaliser des relevés bathymétriques précis. À l'endroit exact où l'île est censée émerger, les instruments mesurent des milliers de mètres de profondeur. L'information est alors documentée, vérifiée, publiée, notamment dans la littérature scientifique spécialisée, entraînant une mise à jour rapide des bases de données mondiales. Sandy Island est alors retiré des cartes, corrigé, effacé des systèmes. En quelques jours, un territoire présent depuis plus de 130 ans quitte officiellement notre représentation du monde. Donc il n'y a eu aucun cataclysme, aucun événement spectaculaire, simplement un ajustement des données. Et pourtant, pendant tout ce temps, Sandy Island avait structuré des cartes, orienté des regards, occupé un espace mental et scientifique. Son existence reposait sur un empilement de récits, de relevés anciens, de copies successives, jusqu'au moment précis où une autre forme d'observation est venue redessiner les contours du réel. Lorsque Sandy Island est officiellement retiré des cartes en 2012, un détail attire l'attention de plusieurs observateurs et auteurs spécialisés dans l'étude des anomalies cartographiques. Sur certaines cartes numériques anciennes, l'île apparaît sous la forme d'une masse noire sans relief détaillé. Ce choix graphique, lié à l'absence de données précises, devient rapidement un point d'appui pour ce que l'on peut appeler des extrapolations interprétatives. Dans la littérature consacrée aux îles interdites ou invisibles du Pacifique, plusieurs auteurs rappellent que l'océan a longtemps été décrit comme un espace parsemé de terres volontairement dissimulées, évité par les navigateurs ou entouré de tabous. On retrouve ce type d'approche dans des ouvrages comme The World of the Bermuda Triangle ou Mysteries from Forgotten Worlds de Charles Berlitz, où Sandy Island est parfois évoquée a posteriori comme un exemple moderne d'île fantôme ayant survécu dans les cartes par inertie. D'autres auteurs spécialisés dans l'étude des îles mythiques du Pacifique établissent un parallèle avec des récits plus anciens, notamment ceux compilés dans des ouvrages de folklore maritime ou d'anthropologie océanienne, où certaines terres ne se donnent à voir qu'à des moments précis ou à des observateurs autorisés. Et dans ces traditions, l'île peut être habitée par des peuples retirés, des gardiens spirituels ou des entités liées à la mer, et sa visibilité dépend du regard posé sur elle. C'est par exemple le cas pour les Maoris. Dans la cosmologie maori, certaines îles sont des lieux de passage, visibles uniquement pour les initiés, liés aux ancêtres ou aux esprits qu'ils appellent Atua. C'est par exemple le cas de Cape Ringa, une île que vous pouvez visiter, mais en respectant certaines coutumes locales. Selon les légendes maoris, Cape Ringa est le lieu emprunté par les esprits des morts pour regagner l'au-delà, appelé Awaiki. Et dans ce cas précis, une île peut exister sur un autre plan tout en étant localisée géographiquement. Il y a aussi d'autres histoires pour les Kanaks de Nouvelle-Calédonie, qui est un lieu géographiquement assez proche de Sandy Island. Pour eux, certains lieux naturels, des falaises, des récifs, sont considérés comme des zones taboues ou sacrées liées au monde invisible et aux ancêtres. Alors ces zones, elles ne sont pas seulement topographiques, elles sont incorporées à la vision du monde et à la communauté, et leur accès est codifié culturellement. Et donc, dans les cultures kanaks, le silence protège le lieu. Le nommer, c'est l'exposer. En marge de ces interprétations, des chercheurs indépendants et des auteurs de théories alternatives rapprochent également Sandy Island de zones maritimes associées, dans la littérature contemporaine, à des observations de créatures marines inhabituelles, comme celles recensées dans des ouvrages de cryptozoologie maritime. Et d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, vous pouvez consulter In the Wake of the Sea Serpents, de son nom français
en suivant la piste des serpents de mer. C'est un ouvrage de cryptozoologie de Bernard Heuvelman, qui est un zoologiste belge, qui est souvent présenté comme l'un des pères de la cryptozoologie. En fait, cet ouvrage a d'abord été publié en 1968 en anglais, et il propose une vaste enquête sur les serpents de mer à travers les siècles. Alors là encore, aucune affirmation n'est posée, mais une continuité narrative se dessine. Lorsque l'île disparaît des cartes, elle laisse derrière elle un vide que certains comblent en parlant de zones évitées, de territoires instables ou d'espaces refusant l'observation directe. Sandy Island devient alors, dans ses lectures extrapolées, non plus une simple anomalie topographique, mais un exemple contemporain de ce que certains auteurs appellent, une fois de plus, une zone liminaire, un espace qui aurait existé tant qu'il était imprécis et qui se serait retiré au moment où la mesure cherchait à le fixer définitivement. Sandy Island appartenait à un monde où la réalité se construisait par accumulation. Elle existait dans des bases de données, dans des héritages cartographiques transmis de carte en carte, dans la confiance accordée au système automatisé capable de reproduire le réel sans le vérifier directement. Tant qu'elle restait inscrite dans ces couches d'informations, elle occupait une place stable dans notre représentation du monde. Puis, un navire s'est approché, un regard humain s'est posé, une mesure directe a remplacé les données héritées. Et à cet instant précis, la réalité a changé de contour. Sandy Island a cessé d'être un territoire accepté pour devenir une information corrigée. Et en prenant compte de ça, une question s'impose: un lieu peut-il exister tant qu'il n'est jamais vraiment regardé? C'est un peu le chat de Schrödinger de la géographie finalement. Quant à Victor, la disparition de Sandy Island lui a ouvert des perspectives intrigantes. Victor est rentré chez lui. Son bureau ressemble un peu à celui d'Andrea. Il a étalé sur la table une accumulation hétéroclite de cartes, d'impressions, de notes griffonnées à la hâte. Et dans la presque obscurité de la nuit tombante, l'écran de son ordinateur resté allumé fait lumière, rempli d'onglets ouverts, tandis qu'en fond, le léger bourdonnement du disque dur se fait entendre. Victor cherche frénétiquement. Il navigue entre articles scientifiques, forums spécialisés, archives numérisées. Il zoome sur des cartes satellites, puis il revient à des scans jaunis de cartes anciennes. Et soudain, au fond d'un tube cartonné, oublié derrière une étagère, il retrouve un rouleau. Un vieux tirage grand format, épais, légèrement rigide. Il le déroule lentement sur la table, ses doigts suivent les lignes, les côtes, les noms imprimés à l'encre sombre. Puis, il s'arrête. Il pointe un endroit précis. Bermeja. Une île disparue, une île rayée des cartes, une île qui, elle aussi, a cessé d'exister sans fracas. À cet instant, Victor comprend que Sandy Island n'était peut-être pas un cas isolé, comme si certains lieux, à des moments précis, avaient choisi de quitter nos cartes. Bermeja est, ou serait, une île située dans le golfe du Mexique, près de la péninsule du Yucatan. Mentionnée sur des cartes espagnoles du XVIe au XIXe siècle, elle aurait disparu ou n'aurait jamais existé. C'est une question qui a été officiellement tranchée en 1997, où elle est passée au statut d'île fantôme. Les premières cartes espagnoles, notamment celle de l'Escuela de Navegación de Sevilla, je ne sais pas si mon accent est très bon, bref, on s'en fiche, indiquaient une petite île appelée Bermeja dans le nord du Yucatan. Sa position variait selon les sources, mais elle figurait régulièrement sur des relevés maritimes jusqu'au XIXe siècle, période où son existence a commencé à être remise en cause. Et en fait, aucune expédition ultérieure n'a confirmé la présence d'une telle île aux coordonnées signalées. L'intérêt pour Bermeja a ressurgi dans les années 90 lors des négociations entre les États-Unis et le Mexique sur la délimitation du plateau continental et l'exploitation
pétrolière du golfe du Mexique. Si l'île avait existé, elle aurait étendu la zone économique mexicaine. L'absence de preuves a conduit certains commentaires à évoquer une disparition naturelle, érosion, submersion, ou à des hypothèses de suppression délibérée sans fondement scientifique confirmé. L'émission de la Marina de México, qui est la marine mexicaine, en 1997 et 2009, ont révélé uniquement des fonds marins profonds, tout comme pour Sandy Island, confirmant l'absence d'une île émergée. Aujourd'hui, Bermeja demeure un symbole du folklore maritime mexicain et un exemple classique d'île fantôme de la cartographie historique. Et avec Bermeja, la question cesse d'être seulement géographique. En fait, elle devient politique et presque existentielle. Car contrairement à Sandy Island, Bermeja n'était pas une île isolée dans l'immensité du Pacifique. Sa présence ou son absence déplaçait des frontières maritimes, redessinait des zones économiques exclusives et modifiait l'accès à des ressources stratégiques. Tant qu'elle figurait sur les cartes, elle pesait. Elle produisait des effets bien réels et bien concrets. Puis sont venues les expéditions, les sondages, les relevés précis. À l'endroit exact où l'île devait se trouver, il n'y avait rien. L'information a été corrigée et Bermeja a quitté les cartes. Et à ce moment-là, une autre question m'est venue à l'esprit. Que vaut un territoire lorsqu'il n'est plus là? Et à quel instant une carte cesse-t-elle de décrire le réel pour commencer à le produire? Bermeja devient alors autre chose qu'une simple anomalie cartographique. Elle prend la forme d'une île fantôme politique, mais aussi mythologique, car sa disparition intervient précisément lorsque son existence devient lourde de conséquences. Comme si, au-delà des mesures et des relevés, certains lieux finissaient par poser un problème insoluble. Et si parfois un territoire trop conflictuel n'avait tout simplement plus intérêt à exister? Et cette question n'est pas seulement matérielle, elle est aussi philosophique. Cette idée suggère que la réalité, telle que nous la stabilisons par nos cartes, nos données et nos systèmes, puisse se réorganiser lorsque la pression devient trop forte. Exactement comme ces expériences en 1960 où l'intention humaine ne créait rien, mais semblait capable d'infléchir légèrement le résultat. Bermeja ne disparaît pas dans un fracas, elle se retire au moment précis où son existence devient impossible à intégrer sans friction. Et une fois encore, la carte se referme sur un vide. Victor, de son côté, continue de fouiller dans ses archives. Et plus il avance, plus un constat s'impose. Des lieux répertoriés sur les cartes, puis effacés, il y en a finalement plusieurs. Des erreurs, des projections imaginaires, des interprétations approximatives, ça reste compréhensible. Mais au fil des documents, une autre catégorie commence à émerger. Des lieux qui ne disparaissent pas définitivement, des lieux qui apparaissent, disparaissent, puis reviennent à nouveau. Décrits comme invisibles à certains moments, absents à d'autres, comme s'ils ne se synchronisaient jamais complètement avec notre réalité. Et à ce stade, Victor comprend qu'il ne s'agit plus seulement de correction cartographique, il est peut-être face à quelque chose de différent, des lieux intermittents. Et si ces terres existaient seulement dans certaines conditions pour certains regards? Si c'est le cas, alors l'histoire ne fait que commencer. Yggdrasil est une île fantôme légendaire censée se situer à l'ouest de l'Irlande, souvent représentée sur les cartes maritimes entre le XIVe et le XVIIIe siècle. Elle symbolise les mythes d'îles perdues de l'Atlantique, mêlant tradition celtique, croyances maritimes et spéculations géographiques. Les premières représentations de Yggdrasil, je prononce Yggdrasil, mais ça peut être Yggdrasil, il y a plusieurs prononciations différentes, apparaissent sur les portulans médiévaux tels que ceux d'Angelino Dulcert et de Catalan Atlas. Ces cartes décrivaient l'île comme circulaire, parfois traversée par un canal central. Les navigateurs européens l'ont longuement considérée comme une terre réelle à découvrir, au même titre qu'Atlantis ou Antilia.
Mais les expéditions ont tenté de localiser Aï-Brasil jusqu'au 19e siècle, sans succès. Dans le folklore irlandais, Aï-Brasil serait un royaume mystique enveloppé de brume, visible seulement un jour tous les 7 ans. On y plaçait souvent une civilisation avancée, riche et pacifique. Mais attendez, avant d'avancer dans les légendes, on va faire un point technique important. D'un point de vue géographique, l'idée d'une île intermittente n'est pas absurde. Certaines terres émergent puis disparaissent réellement sous l'effet de mouvements lents de la croûte terrestre ou d'une activité sous-marine. Clairement, certaines zones maritimes sont géologiquement instables. Il y a des phénomènes comme le bradicéisme qu'on a déjà vu ensemble, des activités volcaniques sous-marines ou des variations tectoniques qui peuvent faire clairement émerger des terres, les submerger partiellement ou les rendre visibles uniquement à certaines périodes. Et historiquement, on connaît des récifs qui affleurent et puis qui disparaissent, des terres visibles à marée basse, absentes à marée haute, et surtout des îles volcaniques éphémères comme certaines apparitions au large de l'Islande ou dans l'Atlantique. Et ce que je trouve absolument fascinant, c'est que nous, on n'est pas habitués à ce type de paysage. Notre monde moderne semble stable, figé, balisé. Mais imaginez un territoire qui change de forme, dont les contours se déplacent lentement, parfois imperceptiblement. Une montagne qui grandit, un glacier qui avance, une côte qui recule. Face à un tel environnement, on ne peut pas regarder le monde de la même manière et ça aide même peut-être à comprendre l'ambiance si particulière des légendes islandaises, leur rapport aux brumes, aux terres qui se dérobent, au monde invisible juste à côté d'une autre. Dans un paysage qui bouge, la frontière entre le réel et l'imaginaire devient naturellement plus poreuse. On apprend à voir autrement, à accepter que le monde ne soit pas toujours là où on l'a laissé. Et du coup, ce qui rend Aï-Brasil si troublante, c'est cet équilibre fragile entre plausibilité et récit. D'un point de vue géographique, l'hypothèse d'une île intermittente reste crédible. Il y a des terres qui émergent, qui s'effacent, qui se déplacent lentement, et l'océan garde la mémoire de ces mouvements. Mais Aï-Brasil ne se contente pas de cette instabilité naturelle. Elle s'inscrit dans une régularité symbolique très précise. Une île visible seulement à certains moments. Une brume persistante, un cycle souvent décrit comme revenant tous les 7 ans. Et surtout, l'idée d'un peuple retiré, vivant à l'écart du monde ordinaire. Et c'est à cet endroit précis que la géographie bascule doucement vers le mythe. Aï-Brasil se tient alors sur une ligne de crête entre ce qui peut être observé et ce qui est projeté, entre l'erreur cartographique et la légende structurée. Elle devient une sorte de chaînon étrange reliant la perception humaine à ses interprétations, l'observation au récit, le réel à ce qu'il laisse deviner. Les traditions qui l'évoquent parlent d'êtres vivants hors du temps, d'une civilisation avancée, d'un monde qui ne se donne à voir que sous certaines conditions. Non pas parce qu'il serait irréel, mais parce qu'il ne se synchroniserait pas complètement avec notre manière habituelle de regarder le monde. Aï-Brasil n'est donc ni tout à fait une illusion, ni totalement un lieu ordinaire. Elle occupe cet espace intermédiaire, celui des mondes décalés, des peuples retirés, des territoires qui existent peut-être autrement. Et c'est précisément pour ça qu'elle fascine encore aujourd'hui, parce qu'elle nous oblige à envisager une réalité dont les contours ne sont pas toujours fixes, ni immédiatement accessible. D'ailleurs, Aï-Brasil ne se tient pas seule sur cette frontière incertaine, elle fait partie d'un ensemble plus vaste de territoires instables décrits dans les récits de navigation et les traditions orales à travers le monde. Les marins européens évoquaient déjà des îles visibles seulement sous certaines conditions, comme Isle of Demons. Oui, l'île des démons, littéralement, une terre apparaissant puis disparaissant selon la brume, la météo, l'état de la mer, et qui est devenue dans la littérature maritime un archétype de terre instable. Parce que cette île des démons, c'est une île mythique, mentionnée sur des cartes européennes du XVe au XVIIe siècle, située dans l'Atlantique Nord,
souvent au large de Terre-Neuve. L'île apparaît d'abord sur les cartes de l'époque des grandes découvertes, notamment celle de Johannes Ruysch en 1508 et de Gerardus Mercator, le fameux Mercator. Elle est placée à proximité du Labrador ou du Groenland, parfois accompagnée d'inscriptions évoquant des bruits effrayants et des démons marins. Selon la tradition, Isle of Demons était hantée par des esprits malins et des créatures monstrueuses. L'un des récits les plus célèbres est celui de Marguerite de la Roque, une noble française abandonnée sur une île déserte du Nord, qui est souvent identifiée à Isle of Demons, vers 1542. Sa survie miraculeuse aurait renforcé la réputation maléfique du lieu. Ce type de récit a longuement servi de matrice interprétative pour comprendre, bien plus tard, les îles fantômes contemporaines. Et dans le Pacifique, on trouve également des cas plus localisés comme Teoni Manu, une île mentionnée dans les traditions des îles Salomon, décrite comme visible lorsque la mer est calme et connue localement mais absente des cartes occidentales modernes. Ces terres ne relèvent pas seulement de l'erreur ou de l'illusion, elles occupent un entre-deux, un espace là où la connaissance locale, l'expérience sensible et la cartographie globale ne se superposent pas toujours. Et c'est dans cette même famille qu'on peut placer des royaumes plus ouvertement mythologiques, comme Avalon ou Tirnanog, des mondes décrits comme proches, accessibles par moments, mais jamais durablement intégrés aux nôtres. À ce titre, Hy-Brasil, ça devient presque un modèle, un point d'équilibre entre observation, récit et projection. C'est la figure centrale de tous ces lieux intermittents qui semblent exister à côté de notre réalité plutôt qu'à l'intérieur. Mais parfois, ce ne sont pas des lieux qui disparaissent par intermittence. Parfois, c'est des mondes entiers qui choisissent de se retirer. Victor s'arrête un instant. Devant lui, les cartes sont toujours là, étalées, superposées, annotées. Mais il les regarde autrement désormais. Les îles corrigées, les terres effacées, les noms rayés, Sandy Island, disparu au moment où elle a été mesurée autrement, Bermeja, devenue trop lourde de conséquences pour rester stable sur une carte. Puis ces lieux plus ambigus encore, Hy-Brasil, et toute cette constellation de terres instables, connue localement, racontée par les marins, parfois absente de référentiels modernes. Victor comprend que dans tous les cas, il s'agit de petits territoires, des îles, des points précis, des lieux dont la disparition peut, d'une manière ou d'une autre, être expliquée, corrigée et absorbée par le système. Tous ces royaumes mythologiques comme Avalon ou Tirnanog restent des espaces volontairement flous, impossibles à situer, protégés par leur nature même. Mais une pensée s'impose, plus lourde, plus dérangeante. Comment expliquer la disparition non pas d'une île, mais d'un relief entier, d'une chaîne de montagnes complète s'étendant sur des centaines de kilomètres, un ensemble aussi vaste qu'un massif comparable aux Alpes ou aux Appalaches, traversant une large partie de l'Afrique de l'Ouest, figurant pendant des décennies sur les cartes européennes, structurant fleuves, royaumes et récits d'exploration. Victor lève les yeux de sa carte. Si de tels lieux on peut disparaître, alors ce n'est peut-être plus seulement la géographie qui est en jeu, mais quelque chose de beaucoup plus profond. Ce que Victor est en train de désigner, c'est peut-être le point de rupture de toute cette enquête, le moment où les hypothèses, jusque-là acceptables, cessent de tenir. Et c'est pas un hasard si cette fracture nous conduit vers l'Afrique, ce continent immense, fascinant, dont l'histoire et les mythes, que j'essaie d'aborder régulièrement sur cette chaîne, semblent jouer un rôle fondateur dans de nombreux récits du monde. Car ici, il ne s'agit plus d'une île isolée, ni d'un territoire ambigu, ni d'un royaume volontairement flou. Il s'agit d'un massif montagneux entier, d'une chaîne immense, figurant pendant des décennies sur les cartes européennes, un relief censé structurer le paysage, les fleuves et les royaumes. Et pourtant, ce massif aurait disparu. Les monts de Kong apparaissent sur les cartes européennes vers 1798-1890 et s'y maintiennent pendant près d'un siècle. Et elles ne sont pas une simple annotation marginale, elles structurent l'Afrique de l'Ouest telle qu'on la représente alors, entre la Guinée et la Côte d'Ivoire.
Elles expliquent la naissance de fleuves, orientent des routes d'exploration, justifient des hypothèses géographiques et politiques. Elles influencent des décisions concrètes, des expéditions, des récits. Et ce massif, pourtant imaginaire, fonctionne comme un relief réel. Un mensonge géographique peut-être, mais un mensonge pleinement opérationnel. L'idée des monts de Kong est née lorsque le géographe britannique James Rennell combina des rapports fragmentaires de voyageurs pour tracer un relief continu à travers l'Afrique de l'Ouest. Cette chaîne imaginaire figurait sur de nombreuses cartes, y compris celles produites par d'importants cartographes français et britanniques, donnant un vernis scientifique à une géographie largement spéculative. L'erreur fut corrigée en 1889 par Louis-Gustave Binger. Autour de ces montagnes, l'imaginaire a eu le temps de se déployer. On y place des royaumes inconnus, des cités d'or, des peuples isolés, parfois décrits comme anciens ou reculés, et des créatures que l'on ne sait pas toujours nommer. Les montagnes de Kong deviennent un support, un point d'ancrage pour tout ce que la carte ne sait pas encore contenir, à la manière de l'Eldorado en Amérique du Sud, des royaumes cachés ou de ces zones blanches où on projette l'inconnu. Elles accueillent ce qui échappe à l'observation directe. Puis progressivement, les relevés s'affinent, les explorations se multiplient, les cartes se corrigent et les montagnes de Kong disparaissent dans un glissement silencieux. Alors c'est pas seulement un relief qui quitte la carte, c'est tout un imaginaire qui se dissout avec lui. Des royaumes sans lieu, des récits sans ancrage, des mondes qui n'ont plus où se poser. Et à partir de là, une autre lecture devient possible. Et si ce monde n'avait pas été perdu, mais volontairement retiré? Si ce que les cartes ont fini par effacer correspondait à ce que certains peuples, certaines traditions, certaines mémoires avaient choisi de soustraire au regard extérieur. Les montagnes de Kong cessent alors d'être une simple erreur. Elles deviennent la trace d'un monde qui s'est refermé sur ses propres secrets, emportant avec lui tout ce qu'il ne souhaitait pas voir figé, mesuré, exposé. Et c'est ici que le récit bascule. Je voudrais proposer une lecture différente, plus transversale, plus poétique aussi, et à mon sens bien plus profonde. Car ce que les cartes européennes ont ignoré en représentant les montagnes de Kong, ce ne sont pas seulement des données géographiques, mais toute une manière d'habiter le monde. Sur ces cartes, le massif recouvrait une zone immense de l'Afrique de l'Ouest, correspondant aujourd'hui à des régions associées au Mali, au Burkina Faso, à la Côte d'Ivoire ou au Ghana. Des territoires d'une richesse exceptionnelle en tradition orale, en cosmologie locale, en récits transmis de génération en génération. Or, dans de nombreuses cultures de cette région, la montagne n'est jamais un simple relief. Elle est un seuil, un lieu de retrait, un espace réservé aux initiés, aux anciens et parfois aux êtres non humains. Ce sont des lieux chargés, habités autrement et jamais neutres. Dans plusieurs traditions d'Afrique de l'Ouest, on retrouve aussi l'idée que certains peuples anciens se sont retirés, non pas par défaite ou par disparition brutale, mais par choix, en quittant le monde visible, en se déplaçant vers des espaces qui échappent au regard extérieur. Lorsque les étrangers arrivent, lorsque les routes s'ouvrent, lorsque les cartes se précisent, le monde se replie, il se referme sur lui-même. Et à la lumière de ces récits, une autre hypothèse devient possible. Et si les montagnes de Kong n'étaient pas absentes, mais simplement retirées, soustraites volontairement à une cartographie qui ne savait pas comment les regarder sans les réduire? Dans de nombreuses traditions d'Afrique de l'Ouest, les montagnes et les forêts profondes sont décrites comme habitées autrement. En fait, elles ne sont pas vides, elles sont peuplées d'êtres anciens, de génies territoriaux, d'esprits gardiens liés à un lieu précis. Chez les Dogons, par exemple, certains espaces naturels sont considérés comme des zones de contact entre le monde visible et d'autres plans d'existence, habités par des entités que l'on ne rencontre jamais sans y être invité. Dans les traditions mandées, on évoque également des génies de la brousse ou de la montagne attachés à un territoire donné,
protecteur autant que redoutable et dont la présence dépend du respect accordé au lieu. Je vous invite d'ailleurs à approfondir sur le sujet si les petits peuples cachés de la nature que nous avons déjà évoqués vous intéressent, notamment avec les esprits de Bruce. Vous trouverez plein d'informations là-dessus. Et ce qui relie ces récits, c'est pas l'idée de créatures spectaculaires, mais celle d'une présence conditionnelle. Ces êtres cessent d'apparaître lorsque le lieu est superposé ou nommé sans précaution. Leur disparition n'est pas une défaite, mais un retrait. Et dans cette lecture, le relief lui-même devient un acteur. La montagne, la forêt, le territoire se ferment pour protéger ce qu'ils abritent. La disparition d'un massif ne serait pas alors une anomalie, mais un geste de sauvegarde, un acte de protection silencieux par lequel un monde se soustrait au regard de ceux qui cherchent à le fixer. Ce que racontent les traditions d'Afrique de l'Ouest n'est d'ailleurs pas une exception. On retrouve cette même logique ailleurs, sur d'autres territoires, dans d'autres cultures que nous avons déjà explorées ensemble. En étudiant certains lieux de Russie, nous avons vu que des espaces naturels ou sacrés ne s'ouvrent qu'à condition d'effectuer un rituel précis, de formuler une demande ou d'être accompagné par ceux qui en sont les gardiens. L'accès n'y est jamais automatique, il est conditionnel, relationnel. De la même manière, en nous penchant sur l'Amazonie, nous avons rencontré l'idée d'un territoire qui se défend, qui se referme, parfois physiquement, parfois symboliquement, lorsque l'intrusion devient trop brutale. Là encore, il ne s'agit pas de superstition, mais d'une manière cohérente de repenser le lien entre un peuple, le lieu et ce qui l'habite. Et dire ça, c'est important. Ça permet de sortir d'un regard exotisant, comme si ces récits relevaient d'un ailleurs lointain ou d'un imaginaire déconnecté. En réalité, ces conceptions du monde, elles sont partagées par de nombreuses sociétés premières sur tous les continents. Et elles reposent sur une idée simple et puissante. Certains lieux ne sont pas des objets à explorer, mais des relations à respecter. Et lorsque cette relation est rompue, le territoire ne se laisse plus approcher, il se retire, il se protège, il disparaît, parfois, de notre champ de vision. À ce stade, tout converge. Victor, penché sur ses cartes, comprend que le problème, c'est peut-être pas la disparition des lieux, mais notre manière de les regarder. Car la carte européenne, telle qu'elle s'est imposée au fil des siècles, ne se contente pas de décrire le monde. Elle désigne, elle l'expose, elle rend exploitable. Nommer un lieu, c'est le rendre saisissable. Le montrer, c'est l'ouvrir. Le mesurer, parfois, c'est le fragiliser. Or, dans de nombreuses cosmologies locales, une autre logique prévaut. Ce qui est nommé peut être pris. Ce qui est montré peut être profané. Ce qui est mesuré peut être détruit. Et à partir de là, faire disparaître un lieu n'est plus une perte, mais un geste de sauvegarde, une manière de préserver ce qui contient. Selon certaines traditions, il existe des mondes qui ne peuvent survivre qu'à condition de ne pas être regardés directement. Des mondes qui se maintiennent qu'en restant à la périphérie de notre attention. Peut-être que les montagnes de Kong faisaient partie de cela. Peut-être qu'au moment précis où les cartes ont voulu les fixer définitivement, le monde qu'elles abritaient s'est retiré. Et c'est ici que le fil se referme. Dans les expériences menées par Helmut Schmidt, l'intention humaine ne créait rien, elle n'inventait pas la réalité, elle semblait seulement infléchir subtilement un modèle déjà en place, comme si le regard, l'attente, la pression de l'observation pouvait, à la marge, modifier ce qui était censé rester neutre. Victor comprend alors que les cartes fonctionnent peut-être de la même manière. Elles ne fabriquent pas des mondes, mais elles peuvent les contraindre, les stabiliser ou les faire disparaître. Si certains lieux se sont effacés, c'est peut-être pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils ne pouvaient plus survivre à un regard qui cherchait à tout mesurer. Et si l'étrange se fait plus rare aujourd'hui, c'est peut-être pas parce qu'il n'existe plus, mais parce que nous avons appris à le traquer trop frontalement. Peut-être que le monde n'a jamais cessé d'être mouvant. Peut-être avons-nous simplement oublié comment le voir sans le contraindre par notre regard.
Si certains mondes ont disparu de nos cartes, ce n'est peut-être pas qu'ils n'existaient pas, mais parce qu'ils refusaient d'être figés. Ici s'achève le 3e et dernier épisode de ma série Atlas des mondes perdus. Je vous propose de continuer l'aventure en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, afin de continuer d'explorer avec moi les mystères de notre monde. N'hésitez pas aussi, ça peut grandement nous aider à partager nos recherches, nos vidéos sur d'autres réseaux sociaux où nous ne sommes pas encore présents. Voilà, ça nous aidera vraiment. Moi, je vais vous laisser ici et là, comme d'habitude, des playlists pour continuer d'explorer avec moi les mystères de notre monde. D'ici à la prochaine, portez-vous bien et moi je vous dis ciao. Mystère et les sombres destins, des portes s'ouvrent, on finit le chemin.